Des extraits du discours du Bachaga Boualam à l'Assemblée nationale le 5 juin 1962. Il en était le vice-président. Mesdames, Messieurs, depuis 18 ans, ma place était parmi les miens en Algérie. Pendant ce temps, vous arrêtiez notre destin. Je reviens aujourd'hui vous demander, qu'avez-vous fait de nous? J'ai servi la France après mon père pendant 56 ans. J'ai donné au pays un de mes fils. J'ai été loyal jusqu'au bout. J'ai engagé tous les miens. Nous avions choisi. Nous nous étions déterminés et vous nous exterminez. Le choix était alors simple. Ou nous laisser égorger, ou fuir vers la métropole pour sauver nos enfants. Nous laissions notre sol natal, mais aussi combien d'hommes qui s'étaient battus avec nous. C'est au nom de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants que je veux vous parler. Ces hommes qui, depuis 7 ans, sont en Algérie l'instrument de la France, l'instrument vivant, l'instrument de chair, ces hommes sans lesquels aucun succès de la France n'aurait été possible. La France et son chef ont eu pour politique de les compromettre de façon irrévocable. Ils constituaient récemment encore la moitié des forces armées françaises. On leur avait juré pour toujours et à la face du monde la fraternité. Rappelez-vous ces hommes, ils ne sont pas un mythe. Vous les avez vus, tout le peuple de Paris les a vus, les a acclamés, portés en triomphe. Ce fameux 14 juillet 1958, 7000 d'entre eux, les plus valeureux, venus de leur village et de leur ville, malgré les menaces, drapeaux en tête avec toutes leurs décorations, avaient remonté les Champs-Élysées devant le chef de l'État. Ces hommes, vous les avez appelés vos frères, vos compatriotes. Vous leur avez demandé, tout le pays leur a demandé, de poursuivre le combat jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire, car celle-ci n'était possible que grâce à eux, grâce à leur sacrifice. Ils ont répondu, ils se sont battus, ils ont cru qu'ils avaient gagné. Beaucoup sont morts. Aujourd'hui, dans toutes les villes et les villages d'Algérie, terrés et angoissés, ceux qui demeurent attendent que vous décidiez de leur sort. Oui, de leur sort et de celui de leur famille, car c'est pour eux une question de vie ou de mort. Depuis les accords d'Évian, le silence est tombé sur ces soldats d'hier, comme si leur existence même était un remords, ou peut-être une gêne pour mener à bien une politique qui est, j'aurai le courage de le dire, une politique d'abandon. Voilà que soudain, depuis quelques semaines, on se remet à parler d'eux. Serait-ce l'annonce par le gouvernement d'un vaste plan de regroupement en Algérie, de transport en métropole et de réinstallation? Non, il ne s'agit pas de cela, mais de toute autre chose. Il s'agit de ceux que leurs officiers ont refusé d'abandonner. Écoutez les appels de ces officiers, ils sont tous semblables. Aidez-nous à sauver 20, 50, 100 familles. Procurez-nous du travail, procurez-nous des logements. Tout ce qui a été fait jusqu'ici est terriblement précaire. Heureuses sont les familles qui sont logées sur le sol de la métropole, dans des hangars, dans des granges. Elles ont trouvé la chaleur d'une hospitalité et la sécurité. Oui, bien heureuses, car sur celles qui n'ont pas pu quitter l'Algérie, l'étau se resserre, les représailles s'abattent. En dépit de ces événements, le 23 mai 1962, le ministre Louis Joxe adresse la directive suivante. Les supplétifs débarqués en métropole, en dehors du plan général de rapatriement, seront en principe renvoyés en Algérie, où ils devront rejoindre, avant qu'ils ne soient statués sur leur situation définitive, le personnel déjà regroupé suivant les directives des 7 et 11 avril. Je n'ignore pas que ce renvoi peut être interprété par les propagandistes de la sédition comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui sont demeurés fidèles. Il conviendra donc d'éviter de donner la moindre publicité à cette mesure. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que le gouvernement ne soit plus amené à prendre une telle décision. En même temps est rendue publique la note adressée par le colonel Buis à l'inspecteur général des affaires algériennes
et qui est rédigé dans le même sens. Comment avez-vous pu, Monsieur le ministre, prendre une telle décision à notre égard? Et je pense à ce jour, tout proche encore, où arrivèrent à Redon 3 familles kabyles, condamnées par le FLN et comptant 23 personnes. 3 familles de cultivateurs bretons avaient répondu à l'appel de l'ancien chef de ces pauvres gens. Mais au lieu des visages accueillants qu'ils attendaient, ce sont des gendarmes et des policiers, le sous-préfet à leur tête, qui leur annonce que, dès le lendemain, ils seraient refoulés vers l'Algérie. Le 25 mai dernier, paraît un communiqué du commandant supérieur à Alger annonçant que toutes les dispositions étant prises, ces dispositions isolées seront désormais proscrites. Et ce matin même, 5 juin, un nouveau communiqué du ministre des Armées affirme que les harkis menacés et leurs familles, soit 4 930 personnes, vont être rapatriés et que le secrétaire d'État aux rapatriés est chargé de leur accueil en métropole. Mesdames et messieurs, le problème est trop grave pour que je sois pleinement assumé par de simples communiqués de presse. Aidez-nous à sauver les nôtres, il y va de notre honneur. En fait, il ne s'agit là que d'une estimation concernant exclusivement les harkis les plus menacés. Parle-t-on de tous les autres musulmans condamnés par les tribunaux FLN? Le chiffre du ministère des Armées, je ne le considère pas comme valable. Il cache l'abandon et la mort de milliers d'autres. En retirant l'armée, vous livrez nos terres et nos populations à la merci de l'ALN. Dans le bled, on rançonne systématiquement les serviteurs de la France. Ailleurs, comme chez moi, l'armée reste l'arme au pied sur ordre des préfets qui reçoivent leurs consignes de l'ALN. Les assassinats se poursuivent. Autrefois, un seul de ces cas aurait soulevé l'indignation du pays. Des jeunes filles sont enlevées et partagées entre les bandes de l'ALN. Des familles entières sont égorgées. La vieille mère et les 2 frères d'un Mohazni de la région de Djidjeli, qui avaient pu s'échapper, ont été sauvagement exécutés. Mais il y a pire encore. Je pense aux prisonniers européens et musulmans. Dans l'Ouarsenis, tout le monde sait que l'ALN détient prisonnier un officier et 3 de ses soldats. À Draël-Mizan, des Mohazni prisonniers ont été mutilés au bras droit. Il existe à Rovigo un camp de prisonniers européens et musulmans. Il court aussi ce bruit affreux selon lequel à Alger, en plein cœur de la Casbah, des dizaines d'Européens sont détenus en des lieux connus des autorités. Celles-ci ont refusé d'intervenir. Et le commando Georges, ces hommes, après s'être illustrés pendant des années au combat, ont été désarmés et massacrés. Leurs 2 officiers d'active, français musulmans, ont subi une mort ignominieuse. Voilà, mesdames et messieurs, le sort que subiront trop des nôtres. Je demande au gouvernement, pourquoi n'avez-vous rien prévu depuis des mois, alors qu'il était encore temps et que l'abandon était décidé? Pourquoi n'avez-vous pas, depuis des mois, regroupé et protégé tous ceux qui sont désarmés? Pourquoi avez-vous refusé en Algérie les autorisations de sortie vers la métropole? Pourquoi avez-vous décidé de refouler hors de notre patrie ceux qui, individuellement, parviennent jusqu'à Marseille? Pourquoi menacer de sanctions les officiers qui se sentent jusqu'au bout responsables de la vie de leurs hommes et organisent leur retour vers la France? Il est encore temps. La France sait être grande et généreuse. Il ne s'agit pas seulement de sauver des hommes, il s'agit dans ce désastre de sauver l'honneur de notre patrie. Journal officiel du 5 juin 1962. Pour terminer, la nausée au bord des lèvres, je vous dis, harkis, soldats français, et vous leurs descendants, n'oubliez jamais que ceux qui se réclament du gaullisme aujourd'hui cautionnent l'ignoble politique raciste du plus grand traître de l'histoire de France. Je n'hésite pas à dire son nom, De Gaulle Charles. Toujours et partout, sanctionner ses laquais. Merci. Le harki, l'Algérie et sa terre natale, il ne peut la revoir, quelle dérision fatale, l'a soudain baptisé, immigré.